Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire Booster votre productivité et innover grâce à Atlassian Rovo. Je suis Nathan Chantraine, je suis Chief Solutions Officer chez Valiantis et je vais être votre principal hôte. Mais je suis également accompagné de Grégory et je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Grégory Goubert d'Atlassian en France et depuis maintenant 5 ans chez Atlassian et en aide, en soutien de Valiantis pour tout ce qui est questions techniques et innovation sur la plateforme cloud. Merci beaucoup Grégory. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Voilà l'agenda du webinaire. On va commencer par une introduction générale sur l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ensuite, on regardera dans le domaine Atlassian plus concrètement Atlassian Intelligence et Rovo. Que peut-on faire avec ces outils? On va passer pas mal de temps sur des cas d'usage concrets. Donc, on a des démos qui sont prévues et que vous verrez sur différents cas d'utilisation. On aura un focus notamment avec Grégory sur la partie sécurité. Comment est-ce qu'on fait pour adopter l'IA en toute confiance? Et on terminera par comment fait-on pour se lancer avec l'IA dans Atlassian. Et on réservera un temps à la fin de la session pour vos questions et nos réponses. Vous avez la possibilité via GoToWebinar de poser vos questions à n'importe quel moment. Elles s'accumuleront dans l'outil et on les adressera à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Allez, c'est parti. Donc, l'IA, aujourd'hui, où en est-on? Alors, aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Vous en entendez parler dans tous les outils, dans les news, à tous les endroits. Et c'est vrai qu'on arrive à un stade où chaque outil intègre désormais une dimension IA. Donc, évidemment, les outils Atlassian, on va en parler en détail, mais vous avez aussi dans Salesforce, dans GitHub, dans ServiceNow. Voilà, tous les outils intègrent une dimension autour de l'IA. En plus de ça, vous avez toutes les stacks d'IA du type OpenAI, ChatGPT, Bedrock, Copilot, Gemini ou encore Mistral, si on est en France, Perplexity ou DeepSeek qui a fait énormément parler de lui il y a quelques semaines avec leur nouveau modèle. Donc concrètement, il y a une effervescence dans le monde de l'IA, une effervescence technologique qui est d'un côté très utile puisque ça permet d'avoir de plus en plus d'innovation, mais ça crée aussi pas mal de confusion au niveau des entreprises pour savoir comment est-ce qu'on fait pour investir de manière efficace. Est-ce qu'on investit dans plusieurs technologies? Quelles technologies on utilise? Comment ces technologies peuvent être communiquées entre elles? Et ça, c'est un gros enjeu pour les entreprises. En plus de ça, à peu près tout le monde commence à parler d'agents IA, donc que ce soit les technologies que j'ai citées précédemment, ou alors vous avez de plus en plus d'outils qui sortent, des technologies d'agents qui sont dédiées à effectuer une tâche précise. Et donc, ça rajoute encore tout ça de la complexité. Alors, les agents, c'est quelque chose dont on va parler dans le domaine Atlassian, et il faut voir ça comme un ajout d'un utilisateur virtuel qui va effectuer des tâches spécifiques et qui va être entraîné à effectuer des tâches spécifiques. On verra tout ça dans des cas concrets, ce sera plus parlant. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une technologie qui est à la fois peu mature, mais qui avance plus vite que n'importe quelle autre technologie qui est sortie tout court d'ailleurs. Et ça crée un gap de connaissances qui est de plus en plus croissant, puisque la technologie avance très vite et le niveau et la vitesse à laquelle les entreprises sont capables d'intégrer tout ça ne suit pas. Et en plus de ça, il y a encore une grande confusion dans beaucoup d'entreprises sur qu'est-ce que l'IA peut vraiment résoudre comme problème. Et il y a aussi pas mal de fantasmes sur l'IA va pouvoir résoudre des problèmes extrêmement complexes, alors que dans la réalité des faits, ce n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui. Concrètement, c'est assez difficile de prévoir ce qui va se passer aussi dans un mois, dans un an, dans 2 ans, étant donné que la technologie évolue très vite. Tout ce qu'on dit aujourd'hui pourrait être obsolète dans 6 mois. Moi, mon opinion, c'est plutôt que la technologie va aller dans le sens de réussir à faire de plus en plus de choses, et donc il vaut mieux s'y préparer maintenant et commencer à se lancer maintenant que d'attendre que tout soit complètement prêt et mature. Voilà pour ce tour d'horizon des technologies sur l'IA.
Maintenant, ici, on va quand même se concentrer principalement sur ce qu'Atlassian propose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Atlassian dans l'IA? Et je ne peux pas vous parler d'IA dans Atlassian sans vous parler du Teamwork Graph. Le Teamwork Graph, si vous n'avez pas encore eu d'explication, c'est le cœur de l'IA d'Atlassian. C'est le socle technologique sur lequel toutes les fonctionnalités d'IA d'Atlassian vont se baser. Et concrètement, il faut voir ça comme le réseau de neurones des outils Atlassian qui permet d'interconnecter toutes les informations qui sont contenues dans vos outils Atlassian de manière intelligente. Et à quoi ça sert de faire ça concrètement? Ça permet à l'IA d'Atlassian de vous donner des résultats qui sont d'une qualité supérieure à ce que vous pourriez obtenir sans avoir de Teamwork Graph. Et la raison, c'est que l'IA d'Atlassian, elle va savoir à quelle équipe vous appartenez, quel type de contenu vous consultez, quel type de contenu vos collègues consultent, sur quel projet Jira vous participez, quels sont les objectifs de vos équipes. Et tout ça, c'est des informations qui sont contenues dans les outils Atlassian et il y a un lien entre toutes ces données qui va permettre à l'IA de vous générer un contenu qui sera vraiment spécifique à votre domaine. Or, on sait que dans l'IA, il y a quand même toujours un problème d'hallucination qui peut arriver, où l'IA va vous sortir un contenu qui est simplement faux, mais l'IA ne se rend pas compte de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et donc, le Teamwork Graph va diminuer très très fortement la capacité à générer du contenu qui est halluciné, puisqu'il va se baser sur du contenu très spécifique et qui va être amélioré via le Teamwork Graph. Donc, quand je prenais l'exemple précédemment des différentes technologies, il existe des technologies aujourd'hui que vous pouvez connecter aux outils Atlassian pour indexer le contenu et puis obtenir des résultats. La différence, c'est que ces outils ils vont utiliser l'API publique des outils Atlassian et l'API publique ne va pas bénéficier du Teamwork Graph, tout comme contrairement à l'IA d'Atlassian, et donc vous obtiendrez des résultats de moins bonne qualité. Donc finalement, ce qui doit guider votre choix, ça va être quel cas d'utilisation vous souhaitez adresser, et on va voir quelques exemples juste après. Et est-ce que ces cas d'utilisation ont besoin et ont intérêt à bénéficier du Teamwork Graph pour obtenir les résultats de la qualité dont vous avez besoin? Dans la plupart des cas, j'estime que oui, mais ça dépend bien sûr des use cases que vous souhaitez implémenter. Alors maintenant, si on se concentre sur les technologies d'IA dans Atlassian, il y en a deux concrètement. Et la première, c'est Atlassian Intelligence. Atlassian Intelligence, c'est toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées dans les produits par défaut sur le cloud premium. J'insiste, cloud premium, c'est-à-dire que si vous n'avez pas cloud premium, Atlassian Intelligence est une excellente raison de prendre cloud premium plutôt que cloud standard pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités d'IA. Et ça se découpe du coup en trois principaux points. Le premier, c'est tout d'abord pour la productivité individuelle, donc pour les utilisateurs. Quelques exemples, c'est vous allez par exemple pouvoir résumer une page Confluence intégralement. Donc si vous avez une très longue page, vous pouvez la résumer, ça vous fait gagner du temps. Vous pouvez aussi résumer un ticket Jira qui contient plein de commentaires. Ici, je pense qu'il y a de nombreux utilisateurs Jira qui, quand ils arrivent sur un ticket avec déjà 40 commentaires, ils soufflent fort. Et bien, avec Atlassian Intelligence, vous pouvez résumer ces 40 commentaires et savoir où en est le ticket et comprendre tout l'historique en gagnant énormément de temps. Ensuite, vous avez l'aspect équipe augmentée, où là, vous allez retrouver des fonctionnalités, par exemple, pour créer des règles automation avec l'IA. Ça vous permet de créer des règles d'automatisation beaucoup plus facilement que sans avoir de connaissances spécifiques dans l'implémentation d'automation. Vous allez aussi retrouver ici l'agent virtuel Jira Service Management qu'on va voir tout à l'heure dans la démo. Et enfin, le dernier aspect, c'est tout ce qui concerne les données organisationnelles déverrouillées. Alors là, vous allez par exemple pouvoir faire de la recherche en langage naturel. Quand on sait, si vous avez été utilisateur de Confluence en data center, vous savez à quel point la recherche est complexe. À faire de la recherche en langage naturel, c'est déjà une énorme valeur ajoutée en soi. Vous allez pouvoir aussi faire du reporting avec Atlassian Analytics en langage naturel, alors que normalement c'est du langage SQL, donc c'est du langage technique. Là, vous pourrez effectuer vos reporting avec du langage naturel.
vous allez aussi avoir des définitions de mots-clés ou d'acronymes qui sont adaptés à votre contexte. Donc, si vous utilisez des acronymes, ce qui est le cas dans toutes les entreprises, ces acronymes auront une définition qui sera surlignée et disponible à tous les utilisateurs, qui sera spécifique à votre contexte. Donc, tout ça, c'est ce que Atlassian Intelligence peut faire et ça peut déjà apporter beaucoup de valeur. Quand on regarde parmi les utilisateurs de Cloud Premium aujourd'hui qui utilisent l'IA, en moyenne, on nous cite à peu près 2 heures par semaine en moyenne de temps qui peut être gagné avec ce type de fonctionnalité. Et 2 heures par semaine en moyenne, c'est beaucoup parce que quand on le multiplie par le nombre d'utilisateurs, on est très content à la fin d'obtenir ce gain de temps pour l'ensemble des utilisateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on va un cran plus loin? Donc, aller un cran plus loin dans le monde Atlassian, ça veut dire utiliser Rovo. Donc, Rovo, dernier produit d'Atlassian sorti autour de l'IA, qui a été annoncé à Barcelone en octobre 2024, et qui est un outil à part entière qui s'intègre à l'ensemble de la suite Atlassian. Mais pas que. Et on va voir comment. Et donc, ça offre 3 principales fonctionnalités. Une première fonctionnalité, c'est la recherche étendue à toute l'entreprise. La recherche étendue à toute l'entreprise, ça veut dire à la fois, vous allez pouvoir rechercher dans l'intégralité de vos outils Atlassian depuis un seul endroit, mais en plus, vous allez pouvoir connecter d'autres outils en dehors du monde Atlassian à Rovo, et donc avoir une recherche qui soit complètement intégrée entre toutes vos sources de connaissances dans l'entreprise. De la même manière que je citais des études tout à l'heure de temps gagné, la recherche d'informations en entreprise, selon certaines études, c'est jusqu'à 9 heures par semaine par employé qui est perdu à rechercher des informations. D'autres études parlent plutôt de 4 heures par jour, mais même si c'était que 2 heures par jour, c'est déjà un temps qui est gigantesque et que vous n'aimeriez pas que vos employés perdent à rechercher de l'information. Et je citais tout à l'heure la recherche dans Confluence. La recherche dans Confluence en data center, c'est plutôt du retrouve que du recherche, parce qu'il faut savoir quel est le mot-clé qui a été utilisé. Si vous ne savez pas quel mot-clé a été utilisé pour créer la page, vous n'arriverez jamais à trouver la page. Il vous faudrait un dictionnaire de synonymes pour tester tous les différents mots-clés qui auraient pu être utilisés pour créer la page que vous recherchez. Quand vous avez une recherche étendue en langage naturel, la recherche de synonymes se fait automatiquement et vous n'avez même pas besoin de réfléchir à comment la page a été imaginée au départ pour trouver l'information. Et le petit truc en plus, c'est que vous pouvez même utiliser Rovo comme moteur de recherche dans votre navigateur web. Donc, vous pouvez remplacer Google, si vous utilisez Google par exemple, comme moteur de recherche, et ce sera Rovo augmenté de toutes les données de votre entreprise, et ça vous permettra de trouver votre contenu beaucoup plus rapidement. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, c'est Learn. Et donc là, c'est pouvoir interagir avec le contenu au travers du chat. Ça, on le verra dans la démonstration, mais c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte avant d'avoir essayé. Ça permet vraiment de rendre le contenu vivant et de le rendre compréhensible pour l'utilisateur. Puisque au lieu de me retrouver face à une page qui peut faire parfois plusieurs paragraphes de long et devoir lire l'intégralité ou parcourir en diagonale cette page, je vais pouvoir poser une question au chat qui va m'expliquer la page d'une façon qui me paraît adaptée pour moi, pour la comprendre. Et surtout, je vais pouvoir faire ça plusieurs fois. Et c'est là où je pense le système a une grande force, c'est que ça va permettre d'apprendre le contenu beaucoup plus facilement, notamment pour des nouveaux venus qui souhaitent prendre en compte un grand nombre de contenus. Ils vont pouvoir apprendre au fur et à mesure en utilisant cette fonctionnalité. Et en plus, il y a un bénéfice indirect qui est lié à l'utilisation de Learn, c'est que dans beaucoup d'entreprises, je vois qu'il y a de gros efforts qui sont faits pour essayer de faire des pages qui soient agréables à regarder, qui soient bien designées, qui soient bien construites. Quand le contenu est consommé par Rovo, c'est Rovo qui va reformater le contenu de toute façon de la manière dont vous le souhaitez. Plutôt résumé avec des bullet points, plutôt sous forme de tableau. Et donc, le contenu de base, il n'a pas besoin d'être joli, il n'a pas besoin d'être formaté de manière extrêmement avancée, il a juste besoin d'être contenu dans des sections avec des titres et du paragraphe. Et donc, ça fait aussi un énorme gain de temps à la création du contenu et pas seulement à la consommation de ce contenu. Et enfin, dernière fonctionnalité pour Rovo, c'est Act.
Et là, c'est les fameux agents dont j'ai parlé précédemment tout à l'heure, les agents virtuels qui peuvent réaliser des tâches précises. Et ces agents, ils peuvent être créés soit en no-code, donc vraiment de la configuration à la main sans taper la moindre ligne de code et sans compétences techniques. Si jamais il y a besoin de faire des agents plus poussés, vous pouvez les développer avec un langage qui s'appelle, enfin, un framework qui s'appelle Forge, et Vaillantis peut vous aider à le faire si c'est nécessaire. Et il existe aussi des agents qui sont disponibles sur la marketplace Atlassian. Alors, Rogo, ça permet de répondre à de nombreux problèmes, hein, comme vous venez de le voir ici. Un point qui est important, c'est comment on fait pour approcher l'implémentation de Rogo. Donc, pour implémenter un agent Rogo, c'est un point qui est très important, c'est déjà de bien identifier le besoin et d'identifier les critères de succès. Comme je le disais en introduction, c'est assez difficile parfois d'identifier où Rovo où l'intelligence artificielle peut créer de la valeur. Donc ici, quand vous vous dites je peux faire un agent Rovo qui va résoudre un problème, il faut bien être sûr du problème que vous souhaitez résoudre et il faut bien définir à quoi le succès va ressembler. Ça, c'est vraiment très important, puisque sinon, vous pouvez faire des agents qui vont être utiles, mais qui ne vont pas forcément résoudre un problème, et donc ça n'a aucun intérêt. Un autre point qui est très important, c'est qu'on est sur des technologies d'IA générative, et donc avec une qualité qui va devoir aller grandissant. Et donc pour ça, c'est très important d'expérimenter, de commencer à tester les résultats de l'agent et de fournir du feedback au système afin d'améliorer la qualité des réponses et d'optimiser l'agent jusqu'à ce qu'il fournisse les résultats qu'on avait définis au départ. Voilà, donc c'est pas de la magie, hein, c'est vraiment c'est assez bête même à dire comme ça. C'est un process classique d'implémentation, mais pour les agents, c'est extrêmement important de passer par un processus comme celui-ci. Maintenant, on va passer au cas d'utilisation. Donc, j'ai préparé 3 cas d'utilisation aujourd'hui autour de l'IA. Donc, un premier sur l'amélioration des processus de support dans Jira Service Management. Un deuxième sur la gestion de la connaissance, avec l'exemple d'un agent d'assistance aux équipes de vente. Et enfin, un troisième cas d'utilisation autour de la relecture de documents pour des équipes juridiques. Alors, je vais basculer en mode démo tout de suite. Voilà. Alors, je vérifie juste que j'affiche le bon écran, qu'on ne se trompe pas. C'est bon, parfait. Alors, premier cas d'utilisation, je suis sur Jira Service Management et j'ai donc mis en place, grâce à la fonctionnalité native d'Atlassian Intelligence dans Jira Service Management Premium, un agent virtuel. Alors, l'agent virtuel, c'est une fonctionnalité qui existe depuis déjà quelques temps, qui était disponible jusque-là, soit au travers de Slack, soit au travers de Microsoft Teams. Et depuis récemment, elle est même disponible maintenant dans le portail Jira Service Management. Donc, vous voyez ici, j'ai un bouton pour chatter directement au travers de Jira Service Management et je suis vraiment toujours dans Atlassian. Donc, je suis un utilisateur standard et j'ai un problème de VPN. Donc, je vais lui dire ici, je n'arrive pas à me connecter au VPN. Hop. Et donc, voyons ce que l'agent virtuel va nous donner comme réponse. Donc déjà, il identifie que visiblement, c'est un problème de troubleshooting de VPN. Donc, je vais lui dire que oui, effectivement, c'est bien ça. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc là, il va me poser une première question de qualification qui va me dire, bon, est-ce que Internet est toujours accessible quand le VPN est désactivé? Et donc, je vais lui dire que oui. Donc, tout ça, c'est des questions de qualification qu'on peut configurer dans l'outil. Et donc maintenant, il va me donner un lien vers un article de base de connaissances, on va aller regarder tout de suite, qui me donne toutes les étapes de troubleshooting pour le VPN. Voilà. Donc ça va me faire gagner du temps. Je vais faire, évidemment, je ne vais pas le faire là, mais on imagine que je vais passer dans toutes ces étapes pour vérifier. Et à la fin, je dois dire, il y a plusieurs scénarios. Est-ce que oui, ça a résolu mon problème ou est-ce que non, ça ne l'a pas résolu? Donc là, on va faire le cas standard où oui, ça a bien résolu mon problème. Et donc là, j'ai fait gagner du temps à l'utilisateur qui n'a pas eu besoin d'attendre un être humain pour répondre à son problème.
Et j'ai aussi fait gagner du temps à l'agent qui n'a pas eu besoin de qualifier un problème qui pouvait être résolu automatiquement. Et à la fin, j'ai même un petit questionnaire de satisfaction à remplir. Donc voilà, ça c'est le cas, on va dire, nominal. Maintenant, on peut avoir exactement la même chose, simplement, le problème n'a pas été résolu. Donc je vais repartir sur le même souci. J'ai un problème de VPN. Il va identifier que c'est un troubleshooting de VPN. Jusqu'ici, tout est bon. Je peux toujours me connecter à Internet, il n'y a pas de problème. Il va me lier la base de connaissances. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, je vais dire que ça ne résout pas mon problème. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est automatiquement me créer un ticket Jira pour être traité par un être humain. Et le gros intérêt de la solution ici, c'est que mon ticket Jira a récupéré tout l'historique de la conversation avec l'agent virtuel. Donc l'agent, quand il va arriver pour traiter la demande, il ne va pas avoir besoin de repasser par les étapes de qualification que l'agent virtuel a déjà demandé. Donc ça va permettre de faire gagner du temps à tout le monde. C'est comme quand vous appelez votre fournisseur Internet et que votre Internet est cassé. Souvent, il va vous demander est-ce que vous avez bien redémarré votre box. Bon, là, vous évitez cette étape désagréable à la fois en termes de temps et puis d'expérience utilisateur, puisque ces étapes de préqualification ont déjà été effectuées. Voilà pour ce premier cas d'utilisation sur Jira Service Management. Maintenant, on va basculer sur Confluence et je vais vous parler du coup de l'agent, l'assistant de vente qui est un agent Rovo. Alors ici, c'est un cas d'utilisation qu'on utilise en interne chez Vaillantis, donc je suis plutôt bien placé pour vous en parler. Donc Vaillantis est partenaire Atlassian et vend des services autour des solutions Atlassian. Un de nos services les plus populaires du moment, c'est la transformation vers le cloud, puisqu'on a beaucoup de clients qui historiquement hébergeaient leurs solutions sur data center ou sur serveur et qui basculent vers le cloud. Et c'est un service à forte valeur ajoutée qui permet de maximiser le retour sur investissement lorsqu'on effectue cette transformation. Et ce service est documenté dans une page Confluence, qui est la page sur laquelle je me trouve actuellement, ce qu'on appelle chez nous un Sales Playbook. Donc, c'est toutes les informations qu'on met à disposition de nos équipes de vente pour aller voir les clients et puis leur expliquer comment est-ce que ce service est constitué, à quoi ça sert, pour quel type de client c'est utile. Certains participants de ce webinaire ont peut-être déjà vu une partie de ce contenu d'ailleurs. Donc voilà, imaginez que je suis un membre de l'équipe de vente et j'ai accès à tout ce contenu. Vous voyez, c'est une page qui est quand même assez fournie. Hein. Si je devais l'imprimer, ça ferait peut-être une dizaine de pages. Et il y a des contenus sous forme de tableau, il y a du contenu assez structuré, il y a des liens vers les documents. Donc, ce qui se passait dans le passé, c'est qu'on demandait à n'importe quel membre de l'équipe Sales de parcourir ces pages, de les apprendre, d'expérimenter avec, et ça prenait forcément beaucoup de temps. Depuis que Rovo est sorti, on a mis en place un agent de vente qui permet simplement d'interagir avec ce contenu. Alors, juste, il faut que je sorte l'agent Rovo. Évidemment, j'ai l'effet démo. J'arrive. Voilà, pardon. Alors, désolé, j'ai mis un peu de temps à retrouver mon agent. Le bouton a changé. Donc, j'ai ouvert Rovo, donc qui est un panneau qui s'affiche sur la droite et qui va me permettre de chatter avec mon agent. Donc, vous voyez ici, j'ai un agent qui s'appelle Solutions Sales Agent.
que je vais sélectionner. Et donc, le but de cet agent, c'est de m'aider en tant que membre de l'équipe de vente de Valiantis à comprendre cette solution et à la positionner pour les clients. Donc, j'ai des questions qui sont pré-remplies ici pour les utilisateurs, enfin pour les agents de vente. Et une des premières questions que je vais utiliser ici, c'est comment est-ce que je peux positionner la solution de Cloud Transformation à un nouveau prospect. Donc, je vais simplement cliquer là-dessus pour interroger le système. Ce qui va se passer, c'est que Ro va analyser le contenu de la question, va analyser le contenu de la page et va me fournir une réponse en fonction du contenu qui se trouve sur cette page. Et donc ici, ce qu'il me dit, c'est pour positionner correctement ce service, je dois déjà définir est-ce que ma target, mon audience est bien définie, je dois mettre en avant la valeur stratégique, quelle est la value proposition, voilà à quoi ressemble la roadmap. Voilà, il va me faire un résumé de cette page-là. Donc, si ça s'arrêtait là, ce serait déjà très bien, ça me ferait déjà gagner beaucoup de temps. Mais l'intérêt, c'est surtout que je vais pouvoir interagir avec ce contenu. Donc là, j'ai une première réponse qui me permet déjà de commencer à comprendre cette solution. Et maintenant, je vais lui poser la question, par exemple, mon client a des contraintes budgétaires. Quels arguments je peux utiliser pour les convaincre? Et donc là, non seulement ça va se baser sur le contenu de la page, mais ça va se baser sur les interactions précédentes que j'ai eues avec le contenu. Et c'est là où Rollo a un très grand intérêt, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le contenu devient vivant et ça permet d'apprendre beaucoup plus rapidement que si vous ne faisiez que de lire du contenu. Donc voilà, ici, il va me dire il faut se baser sur les cost saving à long terme, il faut regarder le retour sur investissement, la flexibilité, les gains de productivité, etc. Je ne vais pas vous faire tout le contenu. Et ici, il me dit, on peut utiliser les case studies. Donc ça m'intéresse. Donc je vais lui demander, est-ce que je peux avoir des exemples de case studies pour d'autres clients? Hop. Et là, normalement, il va me sortir quelques exemples que je vais pouvoir utiliser lors de mes conversations avec les clients. Voilà. Alors évidemment, on les a anonymisés pour cette démo, mais vous voyez qu'ici, il me donne 3 exemples avec des ROI 150, 200%, etc. Voilà, et ça, c'est un outil qu'on utilise bien sûr nous quotidiennement et qui fait gagner énormément de temps à la fois dans la courbe d'apprentissage des équipes de vente, mais aussi dans leur efficacité opérationnelle au quotidien. Dernier cas d'utilisation, voilà, cette fois je bascule sur Jira et maintenant je suis dans une équipe légale. Alors l'intérêt de ce cas d'utilisation, c'est que des équipes légales, il y en a dans toutes les entreprises, donc c'est vraiment quelque chose que vous avez partout. On l'a aussi évidemment nous chez Valiantis. Et l'intérêt, c'est que on reçoit des contrats clients, des contrats partenaires, des contrats fournisseurs en permanence, et il faut valider l'ensemble de ces contrats selon des contraintes qui sont spécifiques à votre entreprise. Par exemple, chez Valiantis, on vérifie notamment tout ce qui va être la liability. Donc, c'est en cas de problème où se situe la limite de paiement qu'on devrait faire pour résoudre un litige. Par exemple, ça va être 1 million d'euros et on sait que si dans le contrat par défaut, c'est plus d'1 million d'euros, on va faire ce qu'on appelle une red line. Donc, on va dire, non, on n'est pas d'accord avec cette clause et on aimerait la réévaluer. Et finalement, quand on regarde le process de relecture légale dans l'entreprise, 80% du temps, c'est toujours les mêmes remarques qui sortent. Et c'est concrètement, on fait travailler des juristes ou des avocats pour répondre à des problématiques qui sont quand même souvent les mêmes. Et donc ici, l'idée, c'est pas de remplacer tous vos juristes ou vos avocats, mais c'est simplement de les appeler que quand c'est utile de les appeler. Donc déjà, d'avoir une première relecture du contrat qui est effectuée par l'IA en fonction d'une base de connaissances que vous avez créée, qui vous dit voilà toutes les règles que vous acceptez, voilà toutes les règles que vous n'acceptez jamais. Et comme ça, vous faites gagner du temps à vos équipes. Donc, comment ça se concrétise? Je vais prendre un exemple de contrat existant. Donc, vous voyez ici, j'ai copié-collé les clauses dans la description d'un ticket. Ça pourrait être dans une pièce jointe, mais c'est simplement pour des raisons de simplicité qu'on le fait ici.
je vais créer un nouveau ticket dans mon projet légal. Je vais dire please review that contract today. Voilà, je copie-colle un contenu de contrat standard avec des clauses de confidentialité, des SLA, du GDPR, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est pas un exemple très très long, mais ça pourrait être un exemple très très long. Donc quand je crée mon ticket, il arrive automatiquement dans la colonne To Do. J'ai fait une première règle d'automatisation qui va automatiquement le transférer dans la colonne In Review. Donc là, c'est une automatisation sans intelligence artificielle. Voilà, c'est aussi pour montrer qu'on peut automatiser des choses sans avoir besoin d'intelligence artificielle. Et là, je vais laisser quelques secondes au système pour revoir ce contrat automatiquement et me fournir un ensemble de recommandations sur les clauses que je dois accepter, refuser, et est-ce que c'est un contrat qu'on peut, dans notre société, accepter ou pas. Voilà, donc vous voyez que l'agent Rovo, il a travaillé en background, j'ai rien eu à faire, ça s'est déclenché automatiquement avec Automation. Et donc maintenant, je vais aller voir ce qu'il m'a répondu. Vous voyez ici la description que j'ai rentrée tout à l'heure. Et en commentaire, j'ai mon agent légal qui m'a répondu et qui a regardé chacune des clauses pour regarder la corrélation, enfin, quelles clauses pouvaient être acceptées ou refusées en fonction du contexte de mon entreprise. Et voilà, à la fin, apparemment, le contrat, il est OK avec nos policies et on va pouvoir l'accepter et le confirmer à condition de bien finir de remplir tout ce qui reste à remplir. Et tout ce contenu, tout le travail que l'agent a effectué, c'est basé sur une base de connaissances qui est ici. Vous voyez, c'est la Contract Review Framework Policy, qui est un document ici qui n'est pas très très long, mais qui pourrait être très long, et qui est un document que vous pouvez bien sûr générer chez vous en fonction de vos propres contraintes, que vous avez d'ailleurs probablement déjà. Mais voilà, il a suffi d'une page Confluence d'à peu près 3 pages de long, et d'un agent virtuel ici qui est configuré en no code, hein, il n'y a pas du tout de code dans cet agent, un petit peu d'automatisation. Et rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire potentiellement gagner 10, 20, 30, 50% de temps à vos équipes légales et juristes. Voilà, un cas d'utilisation qui est très, très parlant. Je reviens à mon PowerPoint. Voilà. Et je vais maintenant laisser la main à Grégory pour vous détailler un peu plus les aspects sécurité notamment. Oui, merci Nathan pour les exemples et pour le très joli overview de l'ensemble des technos Atlassian là-dessus. Donc moi, je voulais juste faire un petit point et répondre à quelques questions qu'on entend souvent quand on commence à parler à la fois de la couche de la plateforme sur Atlassian Intelligence, qui est inclus dans toutes les versions Premium et Enterprise de nos produits, et aussi avec bien sûr Rovo, qui est le produit supplémentaire qui booste encore plus les fonctions AI. Donc voilà, bien sûr les questions de sécurité sont là. Les principales questions qu'on a, ça va être du style où sont mes données, à quoi servent mes données, est-ce qu'on aspire tout, est-ce qu'on envoie ça vers des LLM ou autre. Donc je vais essayer de clarifier un petit peu les principes de base qui gouvernent l'intégralité de la couche AI d'Atlassian. Donc, comme on voit dans le slide, la première chose importante, c'est que tout ce qu'on fait dans l'AI et donc, par conséquence, dans le Teamwork Graph, est basé sur les permissions d'utilisateurs. C'est-à-dire que le Teamwork Graph, c'est vraiment de la contextualisation d'objets, donc vraiment notre base de référence de données maintenant dans le cloud. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des permissions qu'on a, chaque utilisateur va avoir un graphe, un accès au graphe différent. C'est-à-dire que moi ou un autre collègue, si on fait la même recherche dans Confluence ou dans Rovo Search, on aura des résultats différents en fonction des pages auxquelles on a accès, des projets auxquels on a récemment collaboré, les équipes, etc. Donc, les permissions sont la base. On ne verra jamais dans le résultat de recherche ou le résultat d'un agent Rovo une information contenue dans une page auquel on n'a de toute façon pas accès par les permissions de base dans les projets Atlassian et dans les spaces Confluence Atlassian. Donc ça, c'est vraiment la base.
toute la recherche, la navigation dans le teamwork graph, la contextualisation ou le grounding, comme on appelle en AI, de toute requête qu'on fait dans le système est basée sur les permissions. Et ça, c'est inébranlable, c'est la pierre angulaire de toute recherche. Donc, le travail que vous faites sur l'isolation des données par les permissions sera intégralement respecté pour l'AI. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Au niveau infrastructure, on a travaillé énormément sur la mise en conformité des principales compliance dont on a besoin en sécurité pour tout ce qui est cloud. Les premières qui sont vraiment arrivées pour l'AI sont le SOC 2 et le ISO 27001, qui ont été annoncés il y a quelques mois et qui sont maintenant valides depuis fin décembre. Donc, on a sur le site les différents certificats qui ont été mis en place pour ces deux certifications. Voilà, donc on continue de travailler là-dessus. On fait partie de l'EU AI Act qui permet de garantir une bonne pratique au niveau des ressources qu'on utilise et on va dire de l'utilisation des données des clients. Donc ça, c'est au sein d'un format européen. Donc on continue de collaborer, il n'y a aucun souci là-dessus. On publie de façon très transparente nos méthodes d'AI. Là où je voulais revenir principalement sur vraiment la résidence des données, parce qu'en Europe, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, il y a deux concepts principaux. Comme Nathan l'a bien montré, on a d'abord la partie intelligence, Atlassian Intelligence, qui fait partie de la plateforme pour toute version premium. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment très ancré dans la plateforme. Pour cela, on a effectivement une data residency qui est garantie. On est GDPR. Donc, ça, il y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le modèle qu'on utilise, et on reviendra juste après sur un exemple, permet de ne pas avoir aucun stockage de vos données à l'extérieur de l'Europe. Donc voilà, on maintient pour la partie AI, on maintient la partie data residency sans aucun problème. Pour la partie Rovo, qui est un fonctionnement différent, on est en train de finaliser la compliance à GDPR, RGPD, pour fin mars. Il y a une particularité technique de Rovo qui a besoin de stocker des données pour optimiser pour les performances, qui pour l'instant n'est pas encore réglable en Europe, et ce réglage arrive incessamment sous peu. Donc voilà, donc pour la partie location de données, si vous activez dès maintenant dans la version premium enterprise de vos produits l'AI, vous êtes toujours dans le RGPD sans aucun problème. Pour l'installation de Rovo, ça viendra vraiment incessamment sous peu, hein, c'est une question de 1 mois ou 2. Tout le travail préparatoire peut déjà être fait. Il y aura une validation technique qui viendra dans les quelques semaines à venir pour être en conformité totale avec la chaîne AI plus Rovo. Donc, le teamwork graph, et je crois que Nathan, c'est juste pour montrer le slide suivant. Je veux vraiment mettre l'accent sur la puissance du teamwork graph, comme a commencé à l'expliquer Nathan. Et j'avais une question d'ailleurs au début du chat qui parlait comment connecter peut-être d'autres AI sur des produits Atlassian. Faut bien comprendre l'intérêt, la puissance du teamwork graph, qui devient vraiment notre base référentielle de données contextualisées. Donc, l'ensemble du cloud, tout ce qui est data lake, etc. On va vraiment vers une centralisation des données dans le teamwork graph. Et je veux vraiment qu'on comprenne bien la puissance de ça. Un LLM standard du marché est entraîné avec des données publiques. Donc, c'est soit un ChatGPT, un Gemini ou autre. On entend d'ailleurs pas mal de procès en cours avec les journaux qui sont pas très contents d'avoir des robots américains qui ont scanné le contenu payant journalistique fait. Ouais, donc vous avez un apprentissage du langage par des sources publiques. Par contre, et donc voilà, on a un exemple typique. Vous utilisez l'exemple qu'on vous montre ici sur le slide. Voilà, vous revenez de vacances, il y a eu quelque chose qui sont passées dans vos pages, dans vos tickets, etc. Si vous demandez un AI générique ce qui s'est passé, il va vous faire une jolie phrase en anglais ou en français jolie, mais qui va vous expliquer que un sprint était fini, on a fini 3 bugs. Bon, intérêt limité. Par contre, dans le slide suivant, voilà, Nathan, vous ajoutez en dessus cette AI-là l'intelligence, le teamwork graph, et là, votre réponse, c'est carrément autre chose. C'est que là, vous allez avoir une réponse contextualisée par rapport à vos projets, par rapport aux équipes, par rapport à votre historique. Et donc là, la base de la réponse devient votre donnée, ce que vous avez stocké dans le cloud Atlassian, dans le teamwork graph. Donc, dès que vous avez une recherche dans l'intelligence artificielle côté Atlassian,
le Teamwork Graph devient la base de contextualisation de votre réponse, de votre requête. Ce qui fait que contrairement à voilà, l'autre raison que je donne toujours, quand vous demandez à un ChatGPT ce que veut dire ADO, le mot EDO, il va vous répondre que c'est un joli terme anglais qui veut dire du bruit. Vous faites la même question avec le Teamwork Graph, il vous répond Agile DevOps. Donc le même mot par un GenAI générique va vous donner une réponse générique. Le Teamwork Graph vous apporte une personnalisation et un contexte qui vous permet d'avoir donc moins d'hallucinations et des réponses beaucoup plus pertinentes. On a vraiment ce côté Teamwork Graph qui pour moi est vraiment la grosse valeur du cloud. Teamwork Graph, bien sûr, pas disponible dans le data center. C'est uniquement une techno disponible grâce à la techno cloud. Et donc, vraiment uniquement disponible dans le cloud et qui permet de complètement rajouter du gain de temps, de la valeur dans les recherches très précises. Et dans le dernier slide que je voulais vous montrer, c'est vraiment dans le slide suivant, voilà, bien expliquer les messages. Ceux d'entre vous qui ont regardé un petit peu les différentes documentations, on parle effectivement de LLM, donc de Large Language Model, tout ce qui est ChatGPT, Gemini et autres. Atlassian s'en sert, mais voilà comment on s'en sert. Parce que souvent, il y a une petite crainte de l'utilisation. Mais on est très clair sur comment on se sert de nos providers, de nos fournisseurs externes de l'LM. Atlassian n'a pas pour vocation d'héberger un LLM complet. Hein, au niveau coût, c'est pas concevable. Au niveau, enfin, voilà, coût énergétique d'apprentissage, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, on utilise des fournisseurs tierces de LLM. Comment ça marche? On prend l'exemple sur ce slide. Je suis dans Confluent, je fais une recherche, par exemple, qu'est-ce que le projet Apollo? D'accord? Première chose qu'on va faire, en restant dans votre environnement cloud, donc en ne sortant pas du tout, on va commencer à rechercher dans le Teamwork Graph, par rapport à ce user, donc par rapport à tout son contexte, on va rechercher des pages Confluence, des projets Jira, peut-être des repositories Bitbucket, peu importe, mais dans l'ensemble des données du Teamwork Graph disponible, on va amener du contexte, ce qu'on appelle du grounding, à la requête. Et cette requête plus le contexte est ensuite euh, envoyée à un prestataire externe pour juste formuler en langage une réponse à cette requête plus le grounding. D'accord? Donc, c'est vraiment une recherche. Cette requête vers l'externe, elle est extrêmement cloisonnée. Donc, c'est une recherche un pour un avec donc bien sûr sécurisé et avec un engagement contractuel de notre provider LLM, bon, en l'occurrence, qui est OpenAI en ce moment, d'avoir aucun stockage et de n'entraîner aucun modèle de leur côté. Si actuellement vous avez des utilisateurs dans votre entreprise qui vous demandent d'accéder à ChatGPT ou à Gemini ou autre, vous allez avoir, en tant que responsable IT, le choix dans plein de différentes souscriptions. Vous avez le ChatGPT normal ou le Pro, etc. Le plus cher étant celui où vous payez le prix pour le fait que vous demandez à OpenAI et autres de ne pas stocker vos données pour l'apprentissage de leur modèle. Et c'est exactement ce genre de contrat que nous avons avec nos prestataires externes de LLM, ce qui fait que quand votre petite requête Confluence avec son grounding part en externe, c'est du 1 pour 1, aucun stockage d'aucun côté. Et donc, la réponse est juste générée, retournée et effacée des deux côtés. C'est pour ça que dans ce fonctionnement où principalement on reste en interne avec le Teamwork Graph, avec la data residency, avec les choix de résidence que vous avez fait de votre environnement cloud en Europe ou autre, et ensuite un appel juste point à point vers un LM externe de façon sécurisée et non permanente, ça nous permet de maintenir la compliance au RGPD pour ça. La seule différence que je vais mettre en avant pour Rovo, Rovo a le même principe, effectivement, de grounding, etc. Par contre, Rovo utilise pour des gains de performance, comme Rovo, comme l'expliquait Nathan, on peut se connecter à d'autres sources. Quand vous connectez à Rovo, un SharePoint, un Google Drive, un Figma, et à venir encore plus de connecteurs comme Salesforce et autres. Pour des gains de performance, ce que l'on fait, c'est qu'on maintient entre notre système et le système externe un index qui permet d'accélérer les requêtes et le système des permissions. Et pour l'instant, le stockage de cet index, qui est une sorte de copie de données textuelles et formatées, structurées de la source que vous connectez à Rovo, pour l'instant, cet index
à des choix de résidence limitée. Donc, le but qu'on veut amener d'ici la fin du mois de mars, c'est un choix, alors fin du mois de mars, quarter 2 2025, c'est dans la roadmap officielle de Atlassian. Vous verrez un data residency for Rovo. C'est, voilà, on veut permettre à nos clients de garantir que, quelle que soit la source, SharePoint, Google Drive ou autre, qu'ils connectent à Rovo, le contenu qu'on scanne et qu'on stocke pour des gains de performance cet index soit aussi stocké selon des règles de data residency choisies par le client. Donc ça, c'est la différence qui est en cours. Mais voilà, j'espère que ce petit graphe vous permet de mieux comprendre comment fonctionne et surtout d'enlever ces questions. Non, on n'envoie pas l'intégralité de vos pages Confluence, de vos tickets Jira à un LLM externe. C'est juste du point à point. Le grounding se fait en interne par le Teamwork Graph. C'est juste la formalisation en langage naturel qui est fait par un LLM externe avec du point à point sécurisé et non persistant. Donc ça nous permet de cocher beaucoup de cases et de rassurer beaucoup de gens. Une fois de plus, l'AI est une case à cocher que vous pouvez désactiver. Et le scope pour l'instant de l'AI et de Rovo se fait au niveau d'un site. C'est-à-dire si vous avez une organisation cloud avec plusieurs sites, donc plusieurs URL dans votre organisation cloud, vous pouvez cloisonner l'activation de l'AI sur certains sites et certains produits. Donc, vous pouvez aller de façon très transitoire, pas à pas, vers l'AI. Vous n'êtes pas obligé d'activer l'AI sur l'intégralité de vos sites. Idem pour Rovo sur le système. Donc, on essaie vraiment d'aller pas à pas pour toutes les versions premium entreprise. Donc, tous les clients cloud Premium Enterprise ont la possibilité d'activer des fonctions que Nathan a montré au début avec l'AI. Pour Rovo, c'est effectivement un produit supplémentaire avec un système de licence qui est assez flexible, qui vous permet de, vous n'êtes pas obligé d'acheter Rovo pour l'intégralité de vos users Jira Confluence, par exemple. Ça peut être des petites poches de users avec le value case qui convient, qui vous permet de tranquillement progresser vers votre utilisation et vos use cases d'intelligence. Donc voilà pour le petit tour sécurité sur Atlassian Intelligence et sur Atlassian Rovo. Donc voilà, s'il y a des questions, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur le chat pendant que je parlais. Oui. Donc voilà, je pense on va commencer à regarder les questions, je pense, Nathan. Et il me reste juste un tout petit slide pour finir, et puis après on bascule Ouais. sur les questions. Donc merci déjà Grégory pour toutes ces clarifications. Ce qui me reste à vous dire, c'est finalement par où commencer. Que vous soyez aujourd'hui en data center ou en cloud, ce qui est important pour moi de souligner ici, c'est que la cible pour vous, ça doit être cloud plus IA. Concrètement, c'est là que vous allez tirer un maximum de valeur. C'est en utilisant les fonctionnalités d'IA sur le cloud. Donc, si vous êtes sur data center et que vous avez la possibilité de basculer sur le cloud, on a le service de transformation cloud dont j'ai parlé lors de la démo, qui peut être utilisé pour vous aider à trouver quel est le chemin optimal pour vous pour aller sur le cloud et utiliser l'IA et créer un maximum de valeur grâce à ça. Si vous êtes aujourd'hui sur le cloud et que vous n'utilisez pas encore l'IA, pour soit des raisons de sécurité, soit d'autres raisons, on a aussi des services à disposition. Un premier service qui est le Jumpstart IA, où là, le but, c'est de faire quelques workshops avec vous pour identifier quels sont les use cases sur lesquels on peut créer de la valeur et commencer à justifier l'intérêt de basculer sur l'IA. Et on a un deuxième service qui est la transformation IA, où là, c'est un peu plus complet et complexe. Ça y est, vous souhaitez mettre de l'IA absolument partout, et dans ce cas-là, vous avez besoin d'un accompagnement plus fort pour revoir vos process et les augmenter avec des agents IA. Donc, je recommande plutôt dans l'ordre, d'abord le Jumpstart, puis la transformation. Voilà, et j'en ai terminé. Donc, on va pouvoir maintenant prendre les questions. Il y a également sur ce slide nos coordonnées, hein, si vous souhaitez continuer les conversations au-delà de ce webinaire. Donc, je propose qu'on prenne vos questions. N'hésitez pas à les poser en même temps. Alors, J'étais en train de répondre à une à l'écrit, mais je vais peut-être répondre à l'oral, ça sera plus vite. Là, voilà, pouvez-vous expliquer la différence entre Atlassian Intelligence et Rovo? Donc voilà, pour être vraiment très clair, ça c'est un des slides, je crois que Nathan tu montrais au démarrage. Donc voilà, Atlassian Intelligence, c'est un choix d'Atlassian. Atlassian Intelligence est une couche technologique qui a été incluse dans la plateforme cloud. Donc vraiment la plateforme qui est notre moteur de notre cloud, donc chez AWS, on a vraiment inclus la notion d'AI dans la plateforme, ce qui fait que tous les produits qui reposent sur cette plateforme, donc tous nos produits cloud,
Jira, Confluence, JPD, Bitbucket et autres, bénéficient de cette couche de l'AI qui est incluse. Donc, dès que vous avez la version premium ou enterprise de nos produits, vous avez une possibilité d'activer l'AI dans ces produits, donc qui vous permet d'avoir vraiment des fonctions très pratiques incluses dans l'interface de résumé, de génération de texte, d'aide à la rédaction, etc. En plus du Virtual Agent qui est avec JSM. Donc voilà, le petit agent qui permet de faire la conversation déjà avec JSM. Donc c'est vraiment cette couche infusée dans tous les produits d'accélération de tout ce qui est gestion de texte, tri, etc. Donc ça, c'est vraiment l'AI inclus dans tous les produits en version premium et en enterprise. Rovo est un produit supplémentaire qu'on va souvent rajouter à côté de Jira et Confluence, par exemple, qui permet, donc un produit qu'on achète en plus, qui permet principalement de connecter des sources tierces. Donc ce Teamwork Graph dont on parlait tout à l'heure, tant que vous n'avez pas connecté Rovo, le Teamwork Graph contient que des données des produits Atlassian. Donc vos Jira, vos Confluence, vos Bitbucket. Le premier intérêt de Rovo, c'est d'avoir cette recherche multiproduit et vous allez amener des résultats venant d'autres sources. Donc d'un SharePoint, d'un Google Drive, d'un Salesforce et autres. Donc vraiment un des premiers piliers de Rovo, c'est d'amener de la source externe dans le Teamwork Graph. Donc, quand vous allez rechercher maintenant des choses, vous n'aurez pas que des résultats de Jira Confluence, vous aurez tout le reste. Donc, vraiment, Rovo permet d'augmenter la puissance de Teamwork Graph avec des sources externes et permet justement d'activer ensuite le chat que vous montrez Nathan tout à l'heure et d'activer cette partie agent et automatisation de tâches répétitives dans le chat. D'accord? Donc, c'est vraiment cette partie search avec des tierces parties, chat et agent, qui est une fonction que vous devez rajouter au-dessus de la couche Atlassian Intelligence qui est incluse par défaut dans toutes les versions premium. Donc voilà, AI, il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose en plus si vous êtes en premium. Rovo est un produit supplémentaire, surtout pour connecter des sources tierces, du chat et des agents. Ouais, très bien. Merci pour ta réponse. Il y avait une question qui était un petit peu liée sur les connecteurs qui sont disponibles par défaut. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'en intégrer d'autres? Donc, Atlassian développe de plus en plus de connecteurs pour Rovo et Grégory a cité par exemple Salesforce qui est en cours de développement. Il y a déjà Google Drive, SharePoint, etc. Sachez qu'il y a aussi la possibilité de développer vos propres connecteurs soit vous-même ou soit à l'aide de Valiantis si vous n'avez pas le temps ou les compétences de le faire. Et ça, c'est particulièrement utile si vous avez des solutions maison, business, qui contiennent des informations. Et forcément, il n'y aura pas de connecteur par défaut pour des solutions que vous avez développées vous-même. Par contre, si vous avez une API, on peut s'y intégrer et construire un connecteur. Ouais, donc voilà, par rapport à cette question, effectivement, on fournit des connecteurs Rovo, donc qui permettent très rapidement, quand vous avez Rovo, d'ajouter une source tierce. Bien sûr, on a déjà lancé dès le démarrage le Google Drive, SharePoint, enfin et autres. On a beaucoup d'autres qui arrivent, on a une cinquantaine qui est prévue qui était prévue pour la fin de l'année dernière, qui est tout petit peu en retard, qui arrive sur ce trimestre-là. On a plus de 50 connecteurs. Mais ce qu'on propose effectivement, c'est une plateforme. Donc, si vous avez une source de données, que ce soit un GED ou autre, un peu particulier, vous pouvez de toute façon utiliser les API pour créer votre propre connecteur et ajouter cette GED ou ce système d'information de stockage dans les résultats des recherches Rovo. Donc ça, c'est extrêmement puissant, effectivement. Par rapport à l'automatisation, ce qu'on voit souvent, il faut vraiment voir Rovo comme, on l'appelle comme un buddy en anglais, donc vraiment votre compagnon. Donc, vous voyez plutôt ça comme un employé, un de vos collègues qui va faire plein de tâches répétitives qui étaient manuelles avant. Ce qu'on peut par contre faire, c'est pas que vous pouvez vraiment automatiser Rovo, c'est plutôt que Rovo peut faire partie d'une automatisation. Moi, je vois par exemple ce qui se passe beaucoup quand on a des gens qui utilisent un agent Rovo qui permet de faire le tri d'une backlog ou de créer des thèmes. Si vous avez 40 tickets dans une backlog et toutes les semaines, vous avez un product owner qui doit faire le tri et faire des thèmes, on a un agent qui fait ça très très bien et on a même une automatisation qui fait que l'agent se lance tous les lundis matin automatiquement et la réponse de l'agent est envoyée dans un Slack ou dans un Teams pour l'ensemble de l'équipe. Donc, on peut plutôt utiliser les agents Rovo au sein d'une automatisation qui est déjà très puissante dans le cloud Atlassian. Donc, ça devient un élément supplémentaire à votre disposition pour créer du contenu qui ensuite est automatisé et utilisé dans les automatisations.
Merci, Grégory. Il y a une question intéressante qui est assez longue, mais que j'essaierai de résumer sur qu'est-ce que Rovo peut faire pour aider au développement, en fait, concrètement. Et là-dessus, on peut peut-être parler de l'agent GitHub Copilot et Rovo qui peut aider au développement. Je sais pas si tu veux répondre, Grégory. Oui, oui, donc, alors, par rapport à ce qu'on disait même en introduction, ce que tu disais, Nathan, il y a quelques mois ou un an, tout le monde commençait à essayer de chercher un vendeur d'AI qui allait répondre à tous leurs problèmes. Bon, maintenant, le constat est clair. Ça va être un mix de fournisseurs d'intelligence artificielle en fonction des différents cas d'usage, en fait. Donc, ce qu'on voit beaucoup, effectivement, c'est une avance non négligeable de Copilot de Microsoft dans GitHub. Donc, on a quand même beaucoup de développeurs sur GitHub qui utilisent Copilot pour la génération de code. Alors, deux aspects à ça. Et d'un, Atlassian arrive, finalise une offre d'agents qui permettent de concurrencer directement Copilot dans la génération de code, mais surtout dans l'automatisation de la revue de code pendant les pull requests. Donc, voilà, donc on est en train de finaliser une offre sur la génération de code équivalente, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un développeur ne passe pas 100% de son temps sur GitHub. Un développeur, il code un peu, mais il va surtout passer beaucoup de temps sur la revue des prérequis, la documentation, répondre aux questions des tickets qui viennent pour des bugs, etc. Et donc tout ça, c'est qu'à peu près 80% de son temps, en général, est fait sous des outils Atlassian, dans du Jira, dans du Confluence et autres. Donc l'intérêt d'avoir une connexion entre le monde du développement avec GitHub Copilot et le monde de tout d'Atlassian, avec des Jira, du Confluence et autres, on l'a fait avec la sortie d'un plugin pour GitHub Copilot qui permet au développeur qui est dans son GitHub, mais qui a besoin d'aller taper dans la connaissance qui est dans du ticket Jira sur les prérequis, les requirements, les descriptions de bugs, etc., ou les edge cases, etc., de carrément dans le chat GitHub, d'accéder par Rovo, le Rovo chat, donc dans GitHub, et d'accéder à beaucoup de fonctions qu'on a montrées là directement dans l'interface de GitHub. Donc, on est en train d'essayer on réalise qu'il n'y a pas un AI qui va résoudre tous les problèmes de chaque entreprise. Il y a des AI qui sont là par use case, et quand il y a des AI qui sont déjà là, comme GitHub, on n'est pas, on est oui un peu en concurrence, mais on est aussi là dans l'idée Open DevOps. Donc, s'il y a un outil qui est là, l'idée pour nous, c'est d'interfacer la connaissance en fonction où est le contenu. Donc, on a beaucoup de contenu dans Jira et Confluence déjà pour les développeurs. Donc, autant amener ce contenu dans les outils qu'ils utilisent le plus, que ce soit Bitbucket, GitLab ou GitHub, peu importe. Donc, on essaie vraiment de rester Open DevOps dans le concept avec ces agents qui arrivent pour GitHub directement. Merci beaucoup, Grégory. Et tu as répondu en même temps à une question sur est-ce que Rovo peut générer du code, puisque au moment où elle a été posée, tu étais en train de dire que Atlassian travaillait à le Voilà. faire. Donc, c'est très bien. Voilà, si vous n'étiez pas tous inscrits, il y a encore accès donc à Team 24 Barcelone, donc Team 24 Europe. On a maintenant, si vous cherchez les replays des événements, si vous êtes un utilisateur digital, donc qui n'était pas sur place, mais vous avez suivi en ligne, on a maintenant un accès à toute la bibliothèque des réunions, des conférences qui ont été données là-bas, et il y a des très jolies démos. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle AI as your teammate, qui est une super session. Je vous conseille vivement de la regarder. C'est une vidéo de 30 minutes qui montre justement, par rapport à cette question, la partie génération de code et exemples concrets en plus de ce qu'a montré Nathan. Voilà, donc vous avez tout un ensemble de vidéos disponibles sur Team 24 Barcelone qui est disponible en replay. Merci beaucoup. Ben, on est pile à l'heure, donc je propose de clôturer cette session. Un grand merci à toi, Grégory, pour ton expertise et ta présentation sur la sécurité, sur le teamwork graph et tes réponses sur les questions. Merci beaucoup aux participants d'avoir posé aussi beaucoup de questions. Je vois que ça a généré beaucoup d'intérêt. Donc moi-même, Grégory et moi-même restons à votre disposition si vous souhaitez poursuivre des conversations. En tout cas, merci pour votre attention. On mettra à disposition l'enregistrement pour tous ceux qui souhaitent le consulter et le faire parvenir à d'autres personnes. Bonne fin de journée à tous et merci beaucoup. Au revoir.